François Pelletier, je souhaite la bienvenue à tout le monde en tant que président de la section Rhône-Alpes en charge de la section régionale, et l'on souhaite particulièrement la bienvenue aussi à Pascal Perrineau, donc en tant que président national de notre association, professeur des universités, bien sûr, à Sciences Po Paris, et directeur du CEVIPOF, si je ne me trompe pas, de notre Plus centre maintenant. de Sciences Po, Plus de maintenant. 91 à 2013. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on a déjà eu le plaisir d'accueillir, je le rappelle, Pascal Perrineau à Lyon en présentiel, donc il y a 3 ans. Et ce soir, bon, bien sûr, du fait de la crise sanitaire, le rendez-vous se tient en distanciel, mais ça sera tout autant passionnant que le rendez-vous lyonnais, certainement, de 2017. Alors, C'était le bon temps. dans une première partie, donc pendant une demi-heure environ, Pascal Perrineau, comme vous l'avez vu annoncer, reviendra sur l'actualité institutionnelle et politique française et sur les évolutions en cours. On pourra donc lui poser des questions sur ce thème pendant un moment après cette première partie. Et ensuite, dans une seconde partie, on reviendra sur l'évolution de Sciences Po et sur notre association. Et comme ça vient d'être souligné, n'hésitez pas aussi à poser vos questions via le chat en cours de route. Alors, auparavant, très rapidement, puisque nous avons toute la grande section Auvergne-Rhône-Alpes rassemblée ce soir, je souhaiterais que le bureau ait l'occasion de se présenter, le bureau de la section Rhône-Alpes, et puis ensuite Gaël Keinec pour l'Auvergne pourra aussi nous parler de la relance de la section Auvergne. Alors pour Rhône-Alpes, naturellement on commence par Julie Barbara, présidente de 2017 à 2019 et dirigeante aussi de l'agence de relations publiques Amaltea à Lyon et à Paris. Et Julie, tu peux apporter un bon témoignage, je crois, sur la section. Oui, tout à fait. Merci François. Déjà, bonsoir à tous. Ravie de vous voir tous, même en virtuel. C'est vrai qu'on préférait nos réunions et nos petits mâchons lyonnais. C'était quand même bien agréable. Et bon, ce sera dans quelques temps, je pense. Donc effectivement, merci Pascal aussi de nous accorder du temps pour cette réunion ce soir. J'ai effectivement eu le plaisir d'animer la section en tant que présidente pendant 3 ans. J'ai dû arrêter l'an dernier pour des raisons personnelles qui m'ont bien occupée cette année, puisque j'ai eu la naissance de 2 jumelles en début d'année qui m'ont bien occupée. Donc, j'ai dû laisser le flambeau à l'équipe, à François notamment, et puis au reste de l'équipe du bureau. Donc, un grand bravo à eux parce qu'ils ont réussi à mener une année avec de très beaux événements, malgré le contexte qui n'était pas simple. Donc, je crois qu'il y a eu des beaux succès sur des événements en virtuel qui ont réuni beaucoup de monde. Donc, c'était une année intense et ils ont vraiment fait un super boulot dans ce contexte. Donc voilà, donc je pense que sur l'année prochaine, j'ai repris un petit peu du service au sein du bureau avec l'équipe depuis peu pour essayer de contribuer à nouveau à leur côté. Je pense qu'ils vont en dire un petit peu plus les uns les autres sur différentes pistes de manifestations qu'on va mettre en place. Je ne pourrai malheureusement pas rester avec vous pour la totalité de la réunion, pour mes problématiques d'organisation de ma petite tribu. Mais en tout cas, encore merci Pascal du coup de cette disponibilité et ravie de participer un minimum à cette réunion. Merci Julie. On va demander à Rebecca Berthoz aussi de nous dire quelques mots. Rebecca est membre du bureau, responsable du cabinet lyonnais Altitude Accompagnement. Et donc Rebecca suit particulièrement des actions RH au sein de la section. Rebecca ? Oui, voilà. Je suis là. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Pascal, merci d'être avec nous. Effectivement, je suis comme Julie, comme François, comme tout le monde, ravie de voir des visages en petites vignettes. Moi, je fais partie de l'équipe du bureau maintenant depuis 3 ans, je crois.
Et j'ai rejoint l'équipe parce que dans ma vie professionnelle, mais aussi dans mon envie personnelle, quand j'ai commencé à côtoyer les alumni, j'avais ce sentiment. La section avait aussi un rôle à jouer pour animer et faire vivre cette dimension carrière qu'on a grâce à, bien sûr, Sciences Po Carrière à Paris, mais sur lequel on se sentait peut-être, en tout cas moi, je m'étais sentie un peu orpheline quand j'étais arrivée à Lyon et où j'avais eu envie d'avoir quelque chose qui puisse accompagner les moments où on s'installe et on ne connaît personne, on est en recherche d'emploi, les moments où on est en changement professionnel, les moments, ça c'est peut-être mon biais à moi, je suis sophrologue, alors ça m'a éloigné un peu des, des problématiques Sciences Po, mais mon parcours m'a fait aller vers ces sujets-là et donc aussi s'interroger pendant le parcours professionnel à ce qui peut accompagner le maintien de l'équilibre. Je pense que c'est des sujets qui nous touchent aujourd'hui particulièrement avec le télétravail, avec ces transformations profondes qu'on a pris de plein fouet. Voilà, donc c'est cette intention-là dans le bureau, d'amener dans le bureau, d'accompagner aussi les Sciences Po dans cette dimension-là. Et on a essayé, alors il y a Charles-Henri qui est au volant, mais si tu veux compléter, ou tu compléteras quand tu te présenteras peut-être, on a essayé d'apporter cet ancrage local de cette dimension par des ateliers qu'on a commencé à mettre en place l'an dernier, ou il y a 2 ans maintenant d'ailleurs, quelques ateliers autour de cette dimension confiance, mais aussi projet professionnel, les rebonds. On a construit, on essaye de construire, et Charles-Henri est particulièrement actif là-dessus, une collaboration avec l'interalumni. Voilà, et donc pour pouvoir apporter ces on solutions. va peut-être essayer d'avoir la liaison aussi avec Charles-Henri dans sa voiture, s'il nous entend toujours. Ouais, je vous entends, mais c'est assez incertain, donc je n'ai pas envie d'occuper trop la ligne. Ça coupe pas mal. En tout cas, oui, moi, je suis au sein du bureau assez sensible au sujet RH, mais aussi j'aime la culture et la politique. Voilà. Donc, je suis ravi de contribuer à ce bureau et à son animation qui est dynamique et qui l'est encore de plus en plus, je pense. Et Charles-Henri qui nous a organisé de belles soirées à l'Opéra de Lyon, qui est donc associé, Charles-Henri, c'est associé du cabinet lyonnais Nemenjoum, coach professionnel et formateur. Alors, maintenant, un homme indispensable, incontournable, Paul Dogy, notre trésorier. Paul. Quel honneur, quel honneur. Voilà. Bon, bonsoir à tous. La situation. Bonsoir, Paul. Donc, alors, moi, j'ai rejoint effectivement le bureau de la section Rhône-Alpes il y a 4 ou 5 ans environ. Et je m'occupe plus particulièrement, je suis trésorier donc, de la section. Voilà, entre autres fonctions. Et plus particulièrement en charge de ce qui est événements un peu festifs, de détente, de loisirs. Notamment, j'organise assez régulièrement la soirée des vœux, qui, hors période de confinement, a lieu tous les mois de janvier, fin janvier. Donc, nous espérons bien, peut-être, on va croiser les doigts et attendre les annonces de ce soir, avoir une toute petite chance de se retrouver tous et de se voir et de se parler plus directement fin janvier. On va organiser une super fête en fin de confinement, là. Voilà, c'est ça. Et j'ajoute que Paul est donc manager de conseil en marketing et stratégie d'entreprise. Marketing et stratégie d'entreprise. Voilà. Alors, on accueille maintenant la dernière membre du bureau. Moi-même, bon, je suis dans le bureau aussi, bien sûr. Mais donc, Christelle Lapierre, qui est la junior du bureau, qui nous a rejoint récemment. Christelle, tu nous entends ? Oui, je vous entends, je vous vois. Voilà. Bonsoir à tous. Merci Christelle. Déjà d'avoir pu organiser cet événement malgré les conditions un petit peu particulières liées à cette année. Comme le dit François, je suis novice dans les alumni. J'ai rejoint le bureau cette année seulement. Je suis à Lyon depuis maintenant 6 ans. Et depuis que j'ai quitté Sciences Po, j'ai été auditrice puis consultante dans le domaine comptable et financier chez Ernst & Young, maintenant EY. Merci donc, Christelle.
Je m'occupe, cette année, j'essaye d'organiser, donc ce sera pour le printemps prochain, une conférence sur un sujet assez éloigné de mon domaine, puisqu'il s'agit de l'avenir de l'agriculture, donc dans un contexte mondial. La conférence pourrait avoir lieu, mais c'est encore en discussion, en partenariat avec le Cercle Terroir et Territoire. On en saura plus, je pense, d'ici les prochaines semaines. Co-animé par Pascal Perzo, avec lequel tu es en contact pour préparer cette conférence. Merci beaucoup. Alors, on va quitter Lyon pour Clermont-Ferrand. On va retrouver Gaël Keinec, donc le directeur de la prospective au siège de Michelin à Clermont-Ferrand, et qui a été dans l'ancien bureau de la section Auvergne, et qui est vraiment l'artisan principal de la relance de la section Auvergne en ce moment. Gaël? Oui, l'artisan, un peu l'initiative de Pascal, effectivement, qui a souhaité réveiller la cellule dormante, qui nous a donné cette bonne idée. Et donc, on est quelques-uns. Je vois d'ailleurs des noms d'Auvergnats bien connus de l'ancien bureau, notamment, dans la liste qui sont là. Et donc, oui, on espère pouvoir relancer notre section grâce à l'appui de la grande section régionale, et avec une participation croisée, je pense, au bureau, histoire de bien profiter des événements des uns et des autres, comme ce soir. Et voilà, nous avions été assez actifs il y a de cela 5-8 ans. Puis un peu endormi, mais voilà, on se réveille, et on se réveille avec un sondage, fait avec l'aide d'ailleurs de Mélène et de Pascal aussi, qu'on vient d'envoyer, et à l'ensemble des alumni connus en Auvergne, ça fait quand même 350 alumni, et on commence à avoir des réponses plutôt prometteuses. Voilà, et pour tous les alumni auvergnats qui sont avec nous ce soir et qui n'ont pas encore répondu au sondage, qu'ils n'hésitent pas, ça sera vraiment très, très utile pour la relance, pour nous aider dans la relance de la section, et vraiment avoir des informations précieuses. Voilà. Très bien, et merci Gaël. Je repasse la parole bien sûr à Pascal Perrineau, donc pour revenir bien sûr sur ce thème principal de la soirée, l'actualité institutionnelle et politique française, que l'on suit évidemment en tant qu'alumni avec beaucoup d'attention, et qui nourrit, je crois, bien des perplexités, Pascal Perrineau. Bien, ravi d'être avec vous ce soir et de revoir ici et là sur mon damier d'écran des visages que je connais. Merci à toutes celles et à tous ceux qui viennent d'intervenir, d'essayer de mettre en œuvre ce qui pour moi est essentiel depuis que je suis à la tête de Sciences Po Alumni, c'est le fait que c'est une association locale et internationale, et pas une association parisienne. Hein, et que tous les efforts qui vont dans ce sens de faire vivre les territoires régionaux et les territoires à l'international sont pour moi essentiels. Et quand on voit que c'est une vraie réalité, je vous assure qu'en tant que dirigeant de cette association, ça me fait chaud au cœur. Toute l'énergie qu'on déploie, on s'aperçoit que ça ne sert pas complètement à rien. Donc soyez vraiment remerciés du fond du cœur. Alors, je vais m'efforcer en quelques dizaines de minutes de retracer un peu le tableau politique du pays à, au fond, 18 mois d'une échéance tout à fait essentielle qui, elle, quoi qu'il arrive, ne sera pas reportée, contrairement au départemental et au régional, à savoir la présidentielle de 2022. Quand on regarde toutes les enquêtes politiques faites depuis de nombreux mois, et en particulier depuis le confinement, on s'aperçoit que les périodes de confinement n'ont pas bouleversé toute une série de tendances politiques qui étaient à l'œuvre avant le confinement, mais qu'elles ont peut-être approfondi certaines de ces tendances, parmi lesquelles le retrait politique des Français qui se mesure de différentes manières. D'abord des taux records d'abstention,
des opinions de plus en plus négatives dans les enquêtes d'opinion sur le monde politique, sur la démocratie telle qu'elle fonctionne, sur les élections. Et on va revenir bien sûr sur ces tendances qui préexistaient, mais qui ont peut-être connu un point d'orgue quand on regarde en particulier les dernières municipales, où des records historiques d'abstention ont été battus. Et qu'il ne faut pas expliquer simplement par l'histoire du Covid. Il y a d'autres tendances qui sont à l'œuvre dans ces records d'abstention, aussi bien au premier qu'au second tour. Et c'est l'apparition, à côté d'une abstention que l'on connaît depuis, j'allais dire, des siècles et depuis des décennies, qui est l'abstention d'indifférence, l'abstention sociologique de gens qui sont trop loin du système politique pour s'y intéresser. C'est l'apparition maintenant, depuis presque 20 ans, d'un abstentionnisme qui est un abstentionnisme politique, qui exprime le malaise des Français vis-à-vis de l'offre politique, qui exprime le rejet de la politique telle qu'elle se fait aujourd'hui et qui exprime même chez certains ce qu'un politologue britannique appelle la haine de la politique. C'est-à-dire un rejet de la politique qui devient une force politique en tant que telle et qui nourrit toute une série de courants protestataires, de courants d'ailleurs parfois assez farfelus qu'on a du mal à qualifier politiquement. Pensez à ce qui s'est passé avec le mouvement 5 étoiles en Italie, au-delà des Alpes, qui est tout à fait symptomatique. Nous n'avons pas eu de mouvement 5 étoiles, mais enfin on a eu les Gilets jaunes, qui sur le terrain du mouvement social ont un peu les caractéristiques du mouvement social. Donc ce contexte, il n'a pas ce contexte de malaise politique, de grève civique, ne s'est pas amélioré avec le confinement, il s'est peut-être même accentué. Deuxième tendance qui est à l'œuvre, c'est le fait que les Français, dans leur perception du système politique, ont du mal à s'y retrouver. Je m'explique. La vie politique française, depuis au fond la fin du XVIIIe, est structurée, même si les enjeux ont sans arrêt changé, mais elle est structurée par le clivage entre la gauche et la droite. C'est un clivage qui a eu un contenu politique tout au long du XIXe siècle, qui a eu un contenu plutôt culturel et sociétal à la charnière du XIXe et du XXe, avec ce qu'on a appelé la guerre scolaire, et puis qui a pris à partir des années 30, et en particulier du Front populaire, en 1936, un contenu économique. Et la plupart d'entre nous, du moins pour les aînés, nous avons vécu dans les années 50, 60, 70, 80, 90, encore avec un clivage gauche-droite qui s'articulait autour d'enjeux économiques et autour d'enjeux tels que la place de la puissance publique dans une économie de marché et dans les mécanismes de redistribution. Il faut savoir que maintenant, depuis une vingtaine d'années, ce clivage gauche-droite convainc de moins en moins les Français. Même ceux qui se sentent appartenir ou bien à la droite ou bien à la gauche, même ceux-là s'interrogent de plus en plus sur la pertinence du clivage gauche-droite pour comprendre les grands enjeux de la vie politique d'aujourd'hui, que ces enjeux soient la construction européenne, la lutte contre le réchauffement climatique, l'attitude à avoir par rapport aux mécanismes de globalisation, de mondialisation. Sur tous ces enjeux, on s'aperçoit que les conflits ne sont plus des conflits entre la droite et la gauche, mais de plus en plus des conflits entre ce que certains appellent celles et ceux qui se retrouvent dans une notion de société ouverte et celles et ceux qui se retrouvent dans une société du recentrage national. Que ce recentrage soit un recentrage culturel, économique ou politique. On s'aperçoit, c'est le clivage au fond sur lequel a cherché à s'articuler l'actuel président de la République quand il parle des progressistes et des nationalistes. Là, les termes sont plus politiques, mais c'est au fond le clivage que d'une certaine manière on a connu au second tour de la présidentielle de 2017. Première présidentielle, je vous rappelle, sous la 5e, où il n'y avait ni candidat de gauche, ni candidat de droite. C'était la première fois. La gauche avait déjà été éliminée en 69,
en 2002, elle l'est à nouveau en 2017, mais la droite, elle n'avait été jamais éliminée. Et là, elle n'y est plus. Elle n'y est plus. Et on a un second tour Macron-Le Pen, qui est un second tour qui va surprendre beaucoup. On a eu tendance à l'expliquer par des personnalités, mais derrière, il y a en fait ce clivage entre des électeurs qui, peu ou prou, et quels que soient les effets pervers parfois de l'ouverture économique et sociale, disent au fond l'ouverture a plus d'avantages que d'inconvénients, et celles et ceux qui disent voilà, l'heure est venue de mettre un frein à tous ces mécanismes de globalisation et de supranationalité pour revenir à des sociétés davantage recentrées nationalement. Et le problème n'est pas simplement franco-français. De très nombreux populismes dans le monde entier aujourd'hui se nourrissent de cette thématique. Le trumpisme dont les États-Unis sont en train peut-être de sortir est à cet égard un équivalent de ce type de populisme, dans un pays qui, il ne faut pas l'oublier, à la fin du 19e a inventé le populisme. Donc, on a un clivage gauche-droite qui est en travail, se brouille par l'intervention permanente de ce clivage entre ce qu'on pourrait appeler la société ouverte et la société du recentrage national. Et cela crée un malaise dans toutes les familles politiques, dans tous les partis politiques. De très nombreuses tensions internes aux républicains, aux socialistes, à la gauche, à la droite, s'expliquent largement par ce clivage. Et cela a tendance à brouiller beaucoup la perception que l'on peut avoir des positions et des programmes et des projets de ces différentes forces politiques. Alors aujourd'hui, on le voit, le macronisme qui était qui voulait se présenter comme courant politique nouveau, d'abord a connu très vite un phénomène d'usure politique, puisque quand on regarde les séries statistiques, on s'aperçoit qu'au fond, dès fin 2017, l'érosion du macronisme est forte, très forte, mais comme l'avait été l'érosion de François Hollande en 2012 et l'érosion de Nicolas Sarkozy en 2007. Il n'y a rien de nouveau. Il y a une érosion donc, qui est une érosion extrêmement forte, mais qui, cette fois-ci, contrairement à ce qui se passait auparavant, ne va pas profiter à l'adversaire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'adversaire. Il y a des adversaires. Les oppositions au macronisme sont réelles. Emmanuel Macron continue à être sensiblement en dessous de la barre des 50% d'opinion positive. Il est aux alentours, ça dépend des sondages, il oscille entre 35 et 40% d'opinion positive. Mais ce macronisme, quelque part, a tendance à tenir la tête hors de l'eau et à ne pas connaître le destin terrible qu'avait connu le hollandisme. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'opposition structurée. Il y a de multiples oppositions. Il y a bien sûr le Rassemblement national, il y a les Républicains et leurs alliés, il y a ce qui reste de la gauche socialiste, il y a les écologistes, il y a la gauche de la gauche. Vous voyez qu'il y a au moins 5 oppositions. Et donc, d'une certaine manière, Macron, pour l'instant, continue à bénéficier non pas de sa propre force interne, mais de la faiblesse de ses adversaires. Et dans tous les sondages d'intention de vote, alors soyons prudents, ce sont des sondages à 18 mois de l'élection présidentielle. Dans tous les sondages d'intention de vote pour la présidentielle, que constate-t-on ? On constate un paradoxe, mais qui est très compréhensible. Quand on demande aux Français de voter avec les candidats tels qu'on pourrait les deviner aujourd'hui, ils mettent en tête du premier tour, comme en 2017, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Donc, si les Français votaient aujourd'hui, on aurait de grandes chances d'avoir un second tour de ce type. Mais si vous leur demandez en même temps, est-ce que cette situation vous satisfait ? 3/4 des Français disent « ça ne nous satisfait pas ». Nous voulons sortir d'un tel duel. Donc cela amène une inconnue pour la prochaine élection présidentielle. Les Français aujourd'hui, en effet,
sont dans un duo Le Pen-Macron, un duo que le président remporterait, mais de manière nettement plus serrée qu'en 2017, puisque Marine Le Pen est maintenant assez souvent à 40 et parfois même plus des suffrages au second tour. Donc, on est dans cette situation, mais les Français ne sont pas satisfaits. Ils veulent autre chose. Ils veulent autre chose. Ils veulent quoi? Ils voudraient au fond qu'un troisième candidat dérange le paysage de ce duo. Quel troisième candidat pourrait aujourd'hui perturber le duel? Une grande enquête a été faite par l'IFOP cet été sur les Français, la droite et la gauche. Les Français ne se sont jamais aussi peu sentis appartenir à la gauche. 13%, vous vous rendez compte? 13% des Français émettent une appartenance, disent une proximité, une appartenance avec la gauche. Jamais nous n'avions connu ça dans nos mesures. En revanche, 40% à peu près des Français se disent de droite et un tiers du centre. Le reste, c'est ceux qui sont sans réponse. Donc, si vous voulez, en termes d'alternative au duo Macron-Le Pen, l'espace à gauche est aujourd'hui extrêmement restreint. Quelle que soit la qualité de l'homme ou de la femme qui chercherait à incarner cet espace est pour l'instant extrêmement ténu, et d'autre part, il est divisé. Il n'est pas simplement très faible, il est divisé, puisque un candidat pour la gauche de la gauche, Jean-Luc Mélenchon, est déjà candidat. Donc, c'est se partager un petit espace et risquer de même pas faire un score à 2 chiffres au premier tour. Ce qui explique qu'aujourd'hui, Madame Hidalgo, Monsieur Cazeneuve, un candidat vert, vous voyez, pourraient tenter d'y aller, mais à chaque fois qu'ils sont mesurés aujourd'hui, ça fait plutôt du 7-8%. Donc, il faut se porter plutôt du côté de la droite. Oui, il y a aujourd'hui, entre le macronisme et le Rassemblement national, un espace. Un espace qui est dû largement au fait qu'une proportion significative de Français se sentent de droite sans se sentir appartenir au macronisme ou au Rassemblement national. Et quand ils affirment une affirmation de droite, c'est plutôt une droite modérée. Que se passe-t-il dans cet univers aujourd'hui? Les candidats testés sont aujourd'hui ceux qui laissent entendre qu'ils pourraient se déclarer. Pour l'instant, ils sont 4. Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat et ancien élu de la Vendée. Rachida Dati, maire du 7e arrondissement à Paris. Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France. Et Valérie Pécresse, présidente de l'Île-de-France. En revanche, il y a eu pendant très longtemps le président de l'Assemblée des maires de France qui était potentiellement candidat, mais qui vient de laisser entendre qu'il ne le serait pas. Donc, parmi ces 4 candidats que je viens de nommer, lorsqu'on les teste, un arrive sensiblement en tête avec un score à 2 chiffres, c'est Xavier Bertrand, qui est mesuré aujourd'hui à 16% d'intention de vote. Valérie Pécresse à 11, Bruno Retailleau à 8, Rachida Dati à 7. Donc, il y a aujourd'hui 2 candidats qui sont 2 régionaux, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, qui ont un score à 2 chiffres et pourraient imaginer être candidats. Sachant que le système est très compliqué.
puisque ces deux candidats n'appartiennent plus au principal parti de la droite, les Républicains. Madame Pécresse et Monsieur Bertrand ont quitté les Républicains. D'où la réflexion en ce moment autour du président du Sénat, Gérard Larcher, autour d'un système pour départager les candidats, même s'ils ne sont pas LR, en incluant les partis, les élus locaux et les sympathisants de droite qui accepteraient de se déclarer comme tels. Sans renouer avec un système des primaires qui a eu la détestable issue pour les électeurs de droite en 2017 de l'échec, de peu, mais de l'échec de François Fillon à l'issue du premier tour. Donc, il y a là un espace pour un troisième candidat. Autre possibilité, que la France continue à cultiver son côté hors système et qu'un candidat ou une candidate vienne d'un ailleurs politique. Tout comme Emmanuel Macron, d'une certaine manière, était venu d'un ailleurs politique en 2016-2017. Pour l'instant, ils ne sont pas très nombreux. Certains ont montré le bout du nez, le comique Bigard. Les premiers tests sont catastrophiques pour lui. En revanche, le général de Villiers vient d'être testé dans une enquête d'opinion et 20% de Français disent qu'ils pourraient voter pour un homme comme le général de Villiers. Donc là, vous voyez, en candidat à la marge du système politique traditionnel, il y a aussi des possibilités pour troubler un éventuel premier tour qui serait la réplique de 2017. Cependant, il faut faire attention, nous sommes à 18 mois, beaucoup de choses se passeront, et en particulier les régionales et les départementales, qui pour des raisons de Covid vont être renvoyées au mois de juin, sachant que il faut espérer qu'au mois de juin la situation sera meilleure, mais on ne le sait pas. Mais à mon avis, il n'est pas question de reporter plus loin. Parce que là, le calendrier des régionales et départementales viendrait bousculer le calendrier présidentiel et ça serait d'un détestable effet. Alors, on aurait pu imaginer que l'on maintienne, ça n'a pas été la décision, mais que l'on maintienne les régionales et les départementales, sachant que plusieurs pays ont voté, la Corée du Sud, par exemple, ont voté pour leurs élections en respectant des normes de sécurité. Bon, nous avons choisi à la suite du flottement du premier tour des municipales, qui n'avait pas été du meilleur effet, nous avons choisi de reporter. Bon, prenons les choses telles qu'elles sont, mais ces régionales et ces départementales vont être lourdes de conclusions politiques. Elles ne seront pas forcément faciles pour le président de la République. Pourquoi ? Parce que toute élection locale, pour la Macronie, est une élection difficile. Le grand échec du président de la République a été l'incapacité à implanter une force digne de ce nom dans les 5 ans de son quinquennat. On l'a vu de manière redoutable aux dernières municipales, on le verra aux départementales et on le verra même au régional, où la seule issue pour les forces macronistes de la République en marche, ce seront des alliances, comme ils l'ont fait au municipal. Ce seront des alliances ou bien avec la gauche ou bien avec la droite dans telle ou telle région. Sinon, en tant que tel, ils n'ont pas les forces autonomes pour exister. Et donc, à quelques encablures là, de la présidentielle, il faudra assumer. Deuxièmement, 2 des candidats de droite seront candidats au régional et peuvent connaître, on le verra, des succès plus ou moins remarquables. Si tel est le cas, ça pourra pousser un des 2 candidats ou les 2 candidats qui auront besoin ensuite d'être départagés. Donc, aujourd'hui,
Voilà ce que l'on peut dire, si vous voulez, sur ce système politique, sachant, dernière remarque, que la mauvaise humeur des Français, qui reste une constante, accentuée par les 2 confinements, la mauvaise humeur des Français est toujours là, et qu'un mouvement de mauvaise humeur peut perturber profondément les équilibres que je suis en train de vous décrire. Cependant, 2 enquêtes là viennent de sortir intéressantes sur les effets politiques du confinement. Alors, on s'aperçoit d'une chose. Les Français ne sont pas contents de l'attitude des pouvoirs publics dans les 2 confinements. Ils trouvent que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Ils trouvent que les mesures prises ont été relativement confuses et que certains éléments même peuvent être soumis à une critique sévère. C'est en particulier les allées et venues autour des masques, des blouses, etc. Il y a eu toute une série en effet d'hésitations lors du premier confinement qui peuvent coûter cher aux pouvoirs publics qui sont en place. Donc, cette mauvaise humeur, elle est là, mais personne n'arrive à la capitaliser politiquement. Beaucoup craignaient que le Rassemblement national ne soit en position pour le faire. Ça n'a pas été le cas. Le Rassemblement national n'a pas réussi, et sa présidente Marine Le Pen, à capitaliser la mauvaise humeur des Français. Sur des terrains extrêmement sérieux, graves, comme la vie et la mort, la santé publique, une pandémie, une épidémie, Marine Le Pen n'a pas semblé être, à tort ou à raison, on n'est pas là pour se prononcer, à être à la hauteur de ces défis. Elle n'a pas semblé avoir eu aux yeux des Français la surface nécessaire pour constituer une alternative crédible. Donc, là aussi, les Français n'ont pas perçu d'alternative crédible, sauf d'une certaine manière les pouvoirs locaux en général. Ce sont les pouvoirs régionaux, départementaux, qui sortent relativement auréolés de cette période, dans la mesure où ils ont servi à boucher les trous de la raquette nationale et à être, aux yeux des Français, là où on attendait la puissance publique nationale et où elle n'était pas toujours au rendez-vous. Les entrepreneurs de solidarité qu'ont été les régions et les départements, à plusieurs niveaux, ont été perçus positivement par les électeurs. Alors, qui en profitera, on le verra. Mais on a là, vous voyez, une mauvaise humeur qui a du mal à s'articuler sur un courant politique. Et en tout cas, des populistes, pour parler vite, des populistes qui ont du mal dans ces conjonctures à acquérir une image, de pouvoir politique alternatif conséquent à la hauteur de grands défis comme un défi pandémique. Donc, Marine Le Pen reste haute, elle reste à un niveau élevé, aucun sondage ne l'annonce près des 50%, mais attention, quand une force politique dépasse les 40%, vous voyez bien qu'il suffit ensuite de quelques points d'évolution pour qu'une surprise électorale se déclenche. Quand vous commencez à être à 42, 43%, là, il faut être extrêmement prudent, parce que de petits déplacements de l'électorat peuvent amener de grandes conséquences politiques. Nous n'en sommes pas encore là, mais 33% en 2017, 40% aujourd'hui en 2020, vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça fait tout de même 7 points de progression. Et quand vous regardez ces points de progression, c'est quoi? C'est l'agrégation des mauvaises humeurs. L'agrégation des mauvaises humeurs. Vous avez toute une partie de la protestation sociale, gilets jaunes et autres, qui a été capitalisée
assez largement par le Rassemblement national. Et puis vous avez maintenant une partie des électeurs mélenchonistes qui, dans un second tour, préfèrent la protestation de Marine Le Pen à l'actuel président de la République. C'est-à-dire qu'est apparue la différence par rapport à 2017. C'est qu'en 2017, il y avait un anti-lepénisme évident, qui est ancien, etc. Aujourd'hui, il y a deux anti. C'est là où on est en pleine politisation négative. Il y a à la fois un anti-lepénisme et un anti-macronisme. Et d'une certaine manière, la question qui se pose, s'il y avait un second tour toujours du même type, c'est quel est l'anti qui l'emporte? Est-ce l'anti-macronisme ou est-ce l'anti-lepénisme? Vous voyez, question qui ne se posait absolument pas en 2017. Mais voilà, les Français, dans leur immense majorité, ont envie que ce duo soit perturbé. Voilà ce que l'on peut dire, mais vous avez certainement des questions, des remarques auxquelles j'aurai plaisir à réagir et à répondre si c'est dans mes capacités. Merci Pascal, c'est tout à fait passionnant. Je pense qu'il va y avoir plusieurs questions. Effectivement, déjà, moi j'ai noté à travers le chat 3 questions. Paul Degy demande, mais où le classe-t-on les écologistes là-dedans, après leur succès au municipal, mais est-ce que c'est un feu de paille ou pas? De Rémi Longo qui nous demande, est-ce qu'on peut imaginer une absence d'Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle? Et Philippe Brigeot qui nous dit mais on ne parle pas d'Édouard Philippe qui est très haut dans les sondages. Trois remarques. On voit bien qu'on est parmi les anciens de Sciences Po. Les questions sont des bonnes questions pointues. Alors, où classe-t-on les écologistes? Les écologistes se classent eux-mêmes largement à gauche. Et je voudrais là-dessus faire 2 remarques. Historiquement, ils se sont classés à gauche, ils ont choisi de marginaliser l'écologie indépendante, qui était celle d'Antoine Wechter, pour privilégier une alliance au sein de la gauche plurielle. Et quand vous regardez les dernières municipales, je dis attention. Tout le monde a parlé, alors je sais qu'à Lyon, voilà, bien sûr, vous en avez vu les conséquences, mais tout le monde a parlé d'un raz-de-marée écologiste. Il n'y a pas de raz de marée écologiste. Voilà. Il y a une poussée écologiste, particulièrement sensible dans l'univers urbain et dans l'univers des grandes métropoles, de ce que les anglo-saxons appellent la classe cognitive, hein, la classe des sachants, hein, qui a toujours eu une complaisance pour l'écologie. Donc, si l'écologie est arrivée au pouvoir, c'est grâce à son alliance avec la gauche, je veux dire. Hein? Sinon, on ne parlerait pas d'une grande ville écologiste aujourd'hui. Hein? Voilà. Hein? C'est parce qu'elle est arrivée à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, avec la gauche. Voilà. Alors, ce qui est nouveau, c'est qu'un parti socialiste extrêmement affaibli a laissé les premiers rôles à l'écologie. Et on pouvait encore être étonné il y a quelques mois d'entendre Olivier Faure, le patron des socialistes, dire qu'éventuellement, dans certaines conditions, pourquoi pas un candidat de gauche qui serait écologiste. Vous voyez, enfin, j'imagine assez peu Lionel Jospin, François Hollande ou François Mitterrand avoir même suggéré à voix basse ce type d'hypothèse, vous voyez. Hein, ça montre où en est le Parti socialiste français. Hein, vraiment. Hein, complètement désespéré, quoi. Hein, bon. Alors, le seul candidat qui aujourd'hui a une existence, c'est Yannick Jadot. Mais cette existence, au plan national, par exemple dans le dernier sondage pré-présidentiel de l'IFOP, je parle de mémoire, mais c'est 7 à 8%. Hein, voilà. Hein, alors c'est significatif. Si un écologiste faisait ça à la présidentielle, il battrait ses records, puisque le record avait été atteint en 2002, 5%, hein, par un candidat écologiste. Les écologistes ont toujours été mal à l'aise avec la présidentielle. Ce n'est pas une élection faite pour eux. Parce que d'abord, c'est une élection très personnalisée. Les écologistes, ils détestent ça. Hein.
la personnalisation, ils ont toujours 15 porte-parole, 18 chefs, enfin j'exagère, mais vous voyez, ils n'aiment pas la personnalisation. Hein. C'est un courant très allergique à la personnalisation et donc à la logique même d'une élection présidentielle, qui a une dimension toujours bonapartiste. Hein. L'écologie et le bonapartisme, vous voyez, ça fait deux. Hein. Donc, ce que joue l'écologie, c'est ou bien de tenter de devenir un candidat unique d'une gauche plurielle, ou bien de négocier un contrat de gouvernement avec un candidat de gauche qui serait susceptible de l'emporter pour avoir une influence dans le programme de gouvernement et dans les postes du gouvernement. Hein. Mais même avec l'écologie, l'espace de la gauche aujourd'hui est faible. Cela peut changer, mais il est faible. Il ne faut pas croire que la Covid-19 a aidé l'écologie. Il y avait une montée en force de l'enjeu écologique et quelque part, cette montée en force des grands enjeux, du réchauffement climatique, etc., a été, non pas cassée net, mais a été largement entravée par la pandémie. Hein? Et on parle beaucoup moins aujourd'hui, hein, on le voit, d'écologie qu'il y a un an, hein, où véritablement l'enjeu ne cessait de monter dans toutes les enquêtes. Voilà ce qu'on peut dire pour l'écologie. L'absence d'Emmanuel Macron au second tour, elle est pour l'instant difficilement envisageable. Hein, elle n'est pas impossible. Voilà. Hein, on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron... Alors, Emmanuel Macron a la force de la jeunesse. Il a la force qui est la faiblesse de ses adversaires, mais ça ne durera pas tout le temps. Mais un mouvement qui était derrière lui en 2017 n'est plus là. Le mouvement En Marche, qui était un mouvement d'un nouveau type, est devenu la caricature d'un parti du président. C'est un parti qui a perdu énormément d'adhérents, énormément d'élus. Regardez la fuite dans le groupe parlementaire. Et c'est un parti qui fonctionne avec le doigt sous la couture du pantalon. Vous voyez, hein, c'est la caricature d'un parti du président, comme l'a été le PS sous François Mitterrand ou le RPR sous Jacques Chirac. Hein. Donc, Macron est de plus en plus un homme seul. Il n'a pas réussi, d'autre part, à mettre autour de lui de manière évidente une équipe d'hommes et de femmes incarnant la relève. Hein? Souvenez-vous, Mitterrand en 80 est impopulaire, comme les Macron aujourd'hui. Il était impopulaire en 80, François Mitterrand. Et il a fait une campagne où il disparaissait derrière tous les hommes et les femmes qui avaient gagné des municipalités socialistes dans les années 70. Ces affiches, il était là au milieu avec le maire de Rennes, Edmond Hervé, avec Pierre Mauroy, avec, vous voyez, des tas de leaders, Catherine Trautmann à Strasbourg, etc. Hein? Si Macron devait faire ça pour faire oublier l'antimacronisme, hein, qui est devenu quelque chose de terrible, d'hystérique même dans certains secteurs de l'opinion française, si Macron devait faire ça, il aurait beaucoup de mal, énormément de mal. Hein? Donc attention à la solitude. Hein? On ne gagne pas seul une élection présidentielle, même lorsqu'on est d'un QI supérieur et qu'on a la grosse tête. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça n'a jamais suffi. Hein? Sur Édouard Philippe. Alors voilà le seul poids lourd que la Macronie avait engendré et dont elle s'est séparée. Pourquoi? On pourra toujours s'interroger. Hein? On aime parfois en politique se tirer une balle dans le pied. Hein? Souvenez-vous de Chirac et de la dissolution en 1997. Hein? Voilà. Ça arrive hein, qu'on soit mauvais et même très mauvais. Même les très bons sont très mauvais parfois. Hein? Et là, il est vrai que Édouard Philippe s'était forgé avant son départ. C'était le seul homme politique qui avait une popularité supérieure à 50%. Et c'est toujours aujourd'hui le seul homme politique qui a
une popularité supérieure à 50%. Ce poids lourd, forcément rejeté dans les conditions que l'on sait, qui n'ont pas été des conditions extrêmement faciles, ce poids lourd doit songer à son propre avenir, surtout qu'on lui a rendu l'autonomie. Est-ce qu'en un temps aussi court, un ancien Premier ministre de Macron pourrait être candidat contre lui? Ça me semble extrêmement difficile. Certains à droite y pensent. Certains à droite y pensent. Mais d'abord, il faudrait que le candidat soit candidat. L'homme a peut-être des principes qui lui empêchent de passer trop rapidement à l'acte de l'opposition au président qu'il a servi pendant 3 ans. Mais pour l'avenir, il faudra compter avec Édouard Philippe. Des choses lourdes se sont mises en place autour de lui, et il a, des traits de personnalité qui sont à la fois sur le registre de la compétence et sur le registre de la proximité. Ça, c'est assez rare. Par exemple, Macron, il a des compétences en termes d'image. Sur le terrain de la compétence, il a une image très structurée. En revanche, sur le terrain de la proximité, c'est une catastrophe. Et donc, il a une image beaucoup plus déséquilibrée. Marine Le Pen, elle a une image assez forte sur le terrain de la proximité, mais très faible sur le terrain de la compétence. Édouard Philippe est le premier homme politique français depuis assez longtemps qui, j'allais dire, fonctionne sur ses 2 jambes. Et donc, on en reparlera. On en reparlera en 2022, c'est peut-être un peu tôt. Voilà. Alors, il y a certainement d'autres questions. J'ai vu passer sur le chat, mais je n'ai pas eu le temps de la noter, une question de M. Guevara et je n'ai pas pu noter le prénom. Donc, je ne sais pas si on peut la revoir ou bien si il peut l'exprimer, ou d'autres veulent peut-être exprimer leur question. J'avais mis... Merci. Voilà. François Guevara. François Guevara, j'avais dit, avec la dégradation de la conjoncture économique générale et les faillites en cascade à prévoir dans les prochains mois, peut-on imaginer un mouvement similaire à celui des Gilets jaunes, voire plus violent d'ici à la présidentielle? Et le cas échéant, pensez-vous que les conséquences d'un tel mouvement, s'il était soutenu massivement par les Français comme celui des Gilets jaunes l'a été, pourraient faire perdre le président Macron? Voilà. L'hypothèse, en effet, d'une crise économique qui ne serait plus sous contrôle, d'une radicalisation des professions indépendantes, pourrait ouvrir un scénario de ce que j'ai appelé, moi, la gilet jaunisation de la politique. C'est possible, il y en a certains signes. Cependant, le problème, toujours, ce sont 2 problèmes. Quel est le débouché politique d'un tel mouvement? On l'a vu, les Gilets jaunes, ça a été un mouvement qui a duré des mois, aucun débouché politique. Et ensuite, le problème de la représentation et de l'incarnation. Ces mouvements refusent même le principe de la représentation. Les Gilets jaunes ont refusé même le principe de tout leadership. Alors, être dans l'état de sélectionner un candidat à l'élection présidentielle, alors là, c'est un type de mouvement qui est complètement incapable de faire cela. Donc, ça serait beaucoup plus un climat de fronde, de malaise, de révolte sociale qui serait mis au débit d'Emmanuel Macron et l'affaiblirait dans une campagne présidentielle au point de le mettre en situation d'être battu au premier tour. Mais un mouvement qui génère lui-même son propre débouché, ça sera extrêmement difficile. Merci beaucoup. L'idée, c'était vraiment plutôt l'affaiblissement d'Emmanuel Macron potentiellement par un tel mouvement. Oui, ça, l'affaiblissement d'Emmanuel Macron par un second mouvement de Gilets jaunes. Il faut savoir que son record d'impopularité a été battu à l'hiver 2018-2019. C'est-à-dire qu'en effet, le mouvement des Gilets jaunes bat son plein.
Donc, un affaiblissement très, très fort de la popularité de Macron pourrait advenir dans un contexte peu ou prou parallèle à celui que l'on a connu en 2018-2019. Et j'y pense d'autant plus que les classes sociales visées, la catégorie de personnes visées, là, actuellement, par les petits commerces, etc., les indépendants, ben, je sais pas, moi, j'ai pas connu ça du tout, mais ça me fait un peu penser, bien sûr, ça peut être le même contexte, hein, mais au poujadisme, etc. Donc, je me dis que c'est peut-être des classes sociales qui sont aptes, enfin, disons, plus promptes à se mobiliser. Le poujadisme, en effet, en 1956, c'était bien un mouvement de profession indépendante. Ça avait complètement perturbé les législatives de 1956. Ils avaient fait presque 12% des suffrages exprimés. Et ça avait été un feu de paille. Parce que dès 1958, voilà, les poujadistes disparaissent. Mais on sait très bien ces logiques d'inflammation subite du corps social et électoral que ce type de mouvement peut engendrer. Il y a eu plus tard les mouvements de Nicou dans vos régions, justement, en Isère, Georges Nicou, qui étaient des mouvements, en effet, de petits commerçants et d'artisans. Et on sait quand le monde de la boutique se met en colère, le passage à l'acte et les conséquences peuvent être terribles, parce que ce sont des métiers de clientèle. Et donc, il y a des phénomènes de soutien bien au-delà des seuls indépendants qui se mettent en colère. Il peut y avoir de vrais phénomènes de contagion de la colère. Alors, sur cette première partie, nous aurons peut-être le temps de prendre une dernière question. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite s'exprimer en sus. Donc, non, pas spécialement. Pas spécialement. Très bien. En tous les cas, c'est un tour d'horizon précieux et avec beaucoup d'interrogations, effectivement, pour l'avenir. Et c'est très passionnant, d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal d'inconnus. Oui, absolument. Absolument. Très bien. Alors, dans une deuxième partie, là, nous voulions Pascal, évoquer, bien sûr, l'avenir de Sciences Po. Où va Sciences Po? Il y a eu beaucoup de commentaires sur l'évolution des conditions d'admission qui se mettent en place en 2021. Donc, quelle est la perception là? Vous savez que Sciences Po, en effet, et ça a posé des questions parmi les anciens qui étaient rentrés à Sciences Po avec d'autres modalités que celles qui sont prévues aujourd'hui. Sciences Po a beaucoup bougé dans les années récentes. Il a beaucoup bougé en s'insérant de plus en plus dans la concurrence internationale et les classements internationaux qui, pour tous les établissements universitaires, sont extrêmement importants. Et les classements de Sciences Po dans les sciences sociales et humaines, aujourd'hui, Sciences Po est bien classé. Est bien classé, et ça, on peut tous s'en réjouir. Sciences Po a voulu aussi devenir une véritable université de sciences sociales et humaines. Les grandes sciences sociales et humaines que nous avons connues sur les bancs de Sciences Po et sur les bancs de Boutmy, histoire, économie, droit, sciences politiques, sociologie, en s'ouvrant de plus en plus à une dimension d'humanité au sens large et d'enseignements qui sont des enseignements même artistiques, afin d'avoir une palette qui est une palette extrêmement large. Sciences Po s'est élargi énormément aussi au plan géographique, puisque maintenant il y a au niveau du bachelor des 3 premières années, il y a 7 sites de Sciences Po. 7 sites de Sciences Po qui préparent au bachelor, à la licence, l'équivalent licence, en 3 ans. Alors, dans ce contexte général, l'idée a été à la fois de simplifier le mode d'entrée qui commençait à devenir assez complexe, de le diversifier afin de diversifier le milieu étudiant recruté, en cherchant à ne pas, manquer des profils qui sont des profils originaux qui se façonneront autant sur les bancs de Sciences Po qu'ils sont façonnés avant d'être entrés à Sciences Po. C'est ça l'idée qu'il y a derrière cette réforme, où pour intégrer Sciences Po,
il y aura maintenant, au fond, plusieurs éléments qui vont être pris en compte. On va s'intéresser beaucoup, encore plus peut-être que ça n'a été fait dans le passé, à la diversité des étudiants que l'on recrute au plan culturel et au plan géographique et au plan international. Vous savez qu'on a déjà presque 40% de nos effectifs qui sont internationaux. Ça a beaucoup changé, par exemple, par rapport à ce que c'était pour les plus âgés d'entre nous. On va se fonder beaucoup quand on écoute, vous pouvez écouter d'ailleurs sur le site de Sciences Po du 27 rue Saint-Guillaume la conférence qui a été faite en distanciel où la patronne en particulier du premier cycle de Sciences Po intervient et explique tout cela. On va se fonder sur une culture scolaire solide en remontant sur les 3 dernières années de la scolarité et la dynamique des études en seconde, première, terminale. En épluchant très attentivement le dossier scolaire et la dynamique du dossier scolaire. Il y aura ensuite un entretien oral en distanciel et on supprimera les examens sur table dans la nouvelle procédure. Et on ajoute un critère qui était déjà là de manière non explicite, le profil d'engagement civique des jeunes que l'on va recruter. Des jeunes qui ont un profil ou des symptômes avérés d'engagement dans la société qui est la leur. Et le concours d'entrée donc sera basé sur 4 piliers, les notes du bac. On fait confiance donc à l'enseignement secondaire et aux professeurs de l'enseignement secondaire. Les notes de lycée depuis la seconde et la progression ou non, l'itinéraire de ces notes de lycée pour toutes les matières. 3e élément, la présentation, cette fois-ci par écrit, par les étudiants eux-mêmes de leur parcours. Afin de déceler pas simplement des compétences dans le domaine de l'histoire, de l'économie, etc., mais des compétences à mettre par l'écrit l'itinéraire de ces jeunes et leurs aspirations. Et là, on sera sensible à des qualités qui sont des qualités tout de même écrites. Et 4e élément, l'entretien oral qui se fera donc, comme je vous l'ai dit, à distance. Et l'idée, c'est que donc les étudiants rentrent sur Parcoursup, vous voyez, voilà, entre fin janvier et début avril, et qu'ensuite arrivent ces 4 éléments à partir desquels il y aura une intégration ou non au premier cycle de Sciences Po. Alors, voilà comment est articulé ce premier cycle, avec toujours une 3e année à l'étranger. La cartographie des grands cours n'a pas profondément évolué. Ensuite, les masters se sont assis aujourd'hui. Les masters donc au niveau 4, 5, et les masters sont au nombre de 7. Aujourd'hui bien établis. Il y a un master de recherche, qui débouche sur l'école doctorale. Il y a un master d'études urbaines. Il y a un master finance et stratégie. Il y a un master journalisme. Il y a un master droit. Il y a un master affaires internationales, PSIA, avec beaucoup d'enseignements en anglais. Et il y a un master affaires publiques, politique publique, affaires publiques, qui sont les 7 masters qui s'articulent donc sur le bloc de premier cycle et qui permet aussi à des étudiants de rentrer au niveau des masters. Et ensuite, bon, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a les doctorats en droit, économie, sciences politiques, histoire, ça c'est beaucoup plus traditionnels et qui sont faits normalement, en général normalement en 3 ans, des thèses en 3 ans,
mais qui sont faits normalement plutôt, la durée moyenne des thèses, c'est plutôt du 4-5 ans. Donc voilà le paysage. Certains auraient aimé que l'on gardât des épreuves écrites. Alors, il n'y a pas d'épreuve écrite, mais l'écrit n'est pas complètement éliminé. Les capacités d'expression écrite. Alors, c'est très difficile de vous dire exactement comment ça se fera, puisque c'est la première expérience et qu'il n'a pas de retour d'expérience. Enfin, je regarde à la fois en amont dans la préparation des jurys, dans la préparation des personnes qui vont examiner attentivement les notes du bac, les notes du lycée puis la seconde, la présentation des parcours et qui appartiendront au jury d'entretien oraux. J'allais dire, il y a une philosophie du contrôle de l'entrée à Sciences Po qui est étroitement établie. Ça ne se fait pas dans le désordre. On l'imagine. Voilà. Peut-être une question, une réaction sur cet aspect, oui. Ou bien tout le monde est suffisamment renseigné, si, j'en ai une. Informé. Oui, François Echaz-Guevara. Oui, moi je fais partie de ceux qui sont plutôt contre la suppression des épreuves écrites, tout simplement parce que sans, je ne serais jamais rentré à Sciences Po. J'ai eu, non mais tout bêtement, j'ai eu C au dossier, j'étais mauvais élève jusqu'à la seconde inclus, et bien quand je dis mauvais, c'était dernier. Et je me suis réveillé, tout ça. Après, j'étais quelqu'un d'engagé, donc j'ai à plutôt même bon niveau pour mon âge. Donc après, j'avais un parcours, etc. Donc ça m'a permis de m'en sortir. J'ai eu ma lettre de motivation, j'écris pas trop mal, donc j'ai pu m'en sortir. Mais au niveau des dossiers, au niveau des notes, c'était la cata. Et j'ai travaillé comme un fou furieux pour les écrits, et j'ai pu prouver, malgré mes notes, parce qu'en plus, le bac, on sait bien que aujourd'hui, c'est quand même, ça vaut pas grand-chose. Je veux dire, c'est vrai que c'est quand même un peu compliqué quand on rentre à Sciences Po. Les gens, globalement, la question du bac ne se pose même pas. Donc, faire confiance à l'enseignement supérieur, pourquoi pas, mais à Sciences Po, c'est censé être. Il faut, hein, il faut pas être. Mais bon. Et donc, j'ai pu prouver quand même que grâce à l'écrit, j'étais prêt à travailler très dur, et je pense que ça les a quand même intéressés. Je pense que ça fait partie, ça dit aussi quelque chose de la capacité à s'engager. C'est pas seulement académique, je pense, les épreuves écrites. J'entends bien et je partage une partie de ce que vous pouvez dire. Moi, j'ai personnellement des interrogations, mais comme devant tout nouveau mécanisme, je crois que si j'avais à faire vivre ce mécanisme, je serais extrêmement exigeant et attentif à la présentation du parcours et aux prestations écrites des candidats. Les notes du bac ne seront que 25% du contrôle. Les dossiers, pour avoir beaucoup travaillé sur des dossiers, puisque vous savez qu'en tant que professeur d'université, en particulier quand j'étais professeur d'université à Grenoble, je présidais les jurys du bac, puisque c'est un président d'université un professeur d'université qui préside toujours les jurys du bac. Et je regardais pour tous les dossiers qui étaient aux alentours de la moyenne, etc., la plongée dans les notes de lycée sur 3 ans, ça apprend beaucoup de choses. Beaucoup de choses. À condition qu'on le fasse avec sérieux. Mais en général, on le fait avec beaucoup de sérieux. Ça apprend beaucoup de choses, donc ce 25% n'est pas négligeable. La présentation du parcours, je crois que là, il va falloir être extrêmement exigeant. Ce n'est pas simplement une lettre de motivation. C'est beaucoup plus. Et l'entretien oral à distance, je préfère les entretiens oraux en face à face. Mais d'abord, il y aura tellement de monde et tellement loin qu'on ne peut pas demander aux étudiants chinois, taïwanais, brésiliens de se payer un billet d'avion pour venir à Paris. Voilà. Donc, voilà, tout le monde va être mis en distanciel. Eh oui. Très bien. On va passer au dernier chapitre. Donc, notre association qui est très active, dynamique, qui se distingue vraiment parmi les grandes associations d'alumni, active aussi en région, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque la section d'Auvergne-Rhône-Alpes est la seconde section sur le plan national après l'Île-de-France. On a envie de vous demander, Pascal Perrineau, quels sont les axes sur lequel vous nous inviteriez à
intervenir encore davantage peut-être. On connaît les axes traditionnels, mais est-ce que vous avez aussi des conseils, des suggestions à formuler, et puis aussi votre regard sur l'association, bien sûr? L'association a eu un énorme défi cette année, hein. Le confinement pour nous a été un choc, comme pour toutes les entreprises, associations, organisations diverses et variées. Nous avons tout de suite réagi pour mettre en œuvre, comment dire, et s'approprier, que toute l'équipe administrative des alumni au plan national s'approprie les moyens informatiques qui permettaient au réseau de rester en contact et même de faire ce qu'il ne faisait pas. C'est-à-dire qu'en particulier, nous avons, avec les sections internationales, mis au point toute une série de rendez-vous réguliers, auxquels d'ailleurs beaucoup d'entre vous peuvent participer, et dans des grandes zones, de mettre en contact les gens qui appartiennent à une même zone, la zone Asie, la zone Amérique latine. Vous voyez, avec Zoom, c'est extrêmement facile de faire ça maintenant. Et là, il y a eu, si vous voulez, on a réussi, comme on dit dans le discours de la grande distribution, à positiver ce qui était un handicap, vous voyez, la disparition des grandes conférences, etc. Et on a eu un taux d'assistance à ces webconférences, mais littéralement énorme. Énorme. Et à la fois, dans notre réseau d'anciens, mais tous celles et ceux qu'on a contactés ont énormément participé parce que je me disais, bon voilà, il ne faut pas que nous tombions dans un phénomène de dépression, de ralentissement, ou qu'on donne l'impression qu'on est une boutique qui ferme, vous voyez, presque. Hein. Et donc, on en a fait plus que d'habitude. Hein, et c'était ma politique, ça. Faites-en plus que d'habitude. Parce que tout le monde ne va pas très bien. Et parmi nous, beaucoup de gens ne vont pas très bien, comme beaucoup de Français aujourd'hui. Ces expériences du confinement répété sont des expériences qui ont un impact sur nous, sur nos psychés, sur nos tempéraments, sur celles et ceux qui nous entourent. Ça n'est pas une expérience humaine facile. Et donc, il faut que nous ayons, par le biais, hélas, des écrans, des téléphones, que nous restions en lien avec l'autre. Le grand autre, les autres. Hein. Et là, les alumni ont un rôle tout à fait décisif. Donc, je crois que ces webconférences, il faut les pratiquer beaucoup, on le fait au plan national, mais au plan régional, n'hésitez pas. Et si on peut vous rendre un service si vous avez un sujet qui passionne particulièrement votre réseau sur Auvergne-Rhône-Alpes, vous nous demandez, et que vous n'avez pas de ressources sur la région, vous nous demandez, on vous trouvera quelqu'un, et vous comprenez, pour quelqu'un qui est à Paris, à Londres, ou je sais pas, à Amsterdam, il n'y a rien de plus facile que de participer à une webconférence pour les sections d'Auvergne et de Rhône-Alpes. Hein, voilà. Hein. Donc là, on a quelque chose vraiment de tout à fait important à faire. Deuxième élément, qui est un élément essentiel de mon deuxième mandat, la solidarité. La solidarité, ce n'est pas simplement un discours neuneux en disant, voilà, nous sommes tous solidaires parce que nous sommes passés dans la même école. C'est déjà bien si on le croit profondément, mais c'est encore mieux en acte. Donc, j'ai mis en place un mécanisme qui s'appelle Sciences Po Solidaire pour aider à la fois humainement, qualitativement et quantitativement celles et ceux qui ont besoin d'aide. Nous avons parmi nos anciens des gens en profonde difficulté. En profonde difficulté de cessation d'activité, de reconversion d'activité. Et là, il faut que nos pôles carrières régionaux et nationaux soient au top. Il faut qu'on soit extrêmement responsive avec ces alumni qui sont en difficulté professionnelle majeure. Alors bien sûr, ce n'est pas l'immense majorité d'entre nous, mais il y a maintenant une minorité significative d'entre nous qui connaît de gros problèmes. Ces gros problèmes vont parfois jusqu'à une forme de déshérence économique et parfois psychologique. Et donc, en particulier pour celles et ceux qui ont un grand âge. Et donc là, on a mis en place, pendant le confinement, en fonction de l'âge de nos alumni, on peut le faire très bien en plan régional, des appels téléphoniques
systématique pour savoir si ces personnes de grand âge ne sont pas isolées, en difficulté, et si elles ont tout simplement besoin d'une aide, de parler à quelqu'un, d'avoir quelqu'un qui leur rend des services, qui leur fait des courses, etc. Et ça, c'est extrêmement important. Et là, il faut être proactif. Il faut regarder ceux qui ont un grand âge et téléphoner. Et si, bien sûr, tout va bien, c'est une occasion d'avoir une conversation agréable avec un de nos aînés et ensuite de savoir que tout va bien pour lui. Mais nous sommes tombés comme ça sur une dizaine de personnes qui étaient en difficulté profonde et auxquelles on a pu rendre un service et on continue à rendre un service. Ce service peut aller jusqu'à un service financier. Un service financier dans le cadre de Sciences Po solidaire. Troisième axe, l'intergénérationnel. Vous savez que c'est un peu une de mes obsessions. Les anciens, c'est très bien, mais à condition que nous restions entièrement branchés sur nos étudiants. Nos étudiants, à partir du moment où ils rentrent à Sciences Po, sont des anciens. Vous voyez ? Et il faut qu'ils soient associés à nos activités gratuitement. On le fait au plan national. Le BDE de Sciences Po participe maintenant régulièrement à notre bureau des alumni. Il a sa voix dans le conseil d'administration. Mais il faut qu'au plan régional, en particulier lorsque vous avez une des 7 antennes de Sciences Po Paris, que vous fassiez des choses systématiques avec les jeunes qui sont sur les sites. Et qu'au moins, dans vos fichiers, vous les intégriez. Alors, ça n'est pas le cas pour vous, puisqu'il n'y a pas d'antenne, mais je vois, par exemple, pour ceux de Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec Menton, il se passe, par exemple, beaucoup de choses. Voilà, en Normandie, avec ceux du Havre. Dans le Grand Est, avec Strasbourg et Reims. Voilà. Donc, là, il y a des choses à faire qui sont tout à fait importantes. Sachez d'autre part que nous avons rénové, j'en avais marre de ces... Vous savez, quand on est à la tête d'une association, vous connaissez ça, c'est les monstres du Loch Ness. Les trucs dont on parle depuis 10 ans. J'en avais tellement assez qu'on est venu à bout de certains monstres du Loch Ness. D'abord, nous allons avoir enfin un nouveau règlement intérieur. Nous aurons une loi commune au-delà de nos statuts précise avec un règlement intérieur. Nous allons vous envoyer également une charte pour les présidents d'entités, quelles qu'elles soient, parce que le nouveau site que nous venons de mettre en place va être un instrument de travail pour vous, pour gérer vos fichiers, pour prévenir votre réseau des activités. Et il faut simplement que, comme on va énormément décentraliser au niveau des présidents d'entités, qui auront la volonté, c'est sur la base du volontariat, d'utiliser ce nouveau site comme instrument de gestion de leur réseau, eh bien, je viens de relire le dernier texte hier, on va vous envoyer une charte qu'il ne faut pas vivre comme contraignante, mais une charte qui précisera donc comment vous êtes maintenant des représentants vraiment de Sciences Po Alumni sur tous les territoires, que ce soit en région ou à l'international. Voilà, si vous voulez, un peu pour les axes, continuer dans le virtuel, parce qu'il faut qu'on en profite. Dès qu'on va pouvoir, on remettra du présentiel, bien sûr, mais le virtuel nous a apporté quelque chose. Il faut le continuer de manière la plus plaisante possible. Regardez, par exemple, maintenant nos conférences telles qu'elles sont filmées sur notre petite... TV Alumni, c'est d'assez bonne qualité et on a des anciens parmi nous qui nous ont beaucoup aidés à avoir maintenant de l'image de qualité et de la prise de son de qualité. Développons la solidarité au plan national et régional et soyons là-dessus proactifs. N'attendons pas qu'il y ait des cas terribles et qu'on découvre ces cas terribles. Faisons en sorte que la relève des générations soit systématiquement faite au travers des activités que l'on peut offrir aux jeunes. Plein des étudiants de Sciences Po, ils ne connaissent pas les Sciences Po Alumni. Et depuis que, au travers de moi, c'est souvent, puisque c'est de mes anciens étudiants, ils sont venus sur les activités de Sciences Po Alumni, mais ils se disent, c'est passionnant, c'est des choses même que Sciences Po ne nous offre pas. Voilà, parce qu'on peut leur présenter des
je ne sais pas, des diplomates de premier plan. Là, on leur a présenté les présidents de région de premier plan. Jean Rotner, Xavier Bertrand était là, le président de l'Assemblée des départements de France, qui est un ancien de Sciences Po, Dominique Bussereau, est venu. Vous voyez, bon, voilà. Et au fond, ils n'ont pas ça même au travers de la maison. Vous voyez, hein? Et donc, on peut, à ces jeunes, leur fournir énormément de choses et leur montrer que adhérer aux anciens ou être dans le réseau des anciens, ça n'est pas rien et ça peut participer à leur formation. Et puis, nous venons de recruter une chargée de recherche, une chargée de mission à l'international pour faire un audit de nos sections internationales et dynamiser l'international, qui obéit à d'autres logiques. Elle s'appelle Camilla Pagani, c'est une alumni italienne qui était au conseil d'administration, qui a démissionné, bien sûr, pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, du conseil d'administration et qui, pendant un an, sur un contrat, va travailler à nous faire des propositions sur l'état de notre réseau d'alumni à l'international et les éventuels axes de développement. Et puis, dans des régions comme les vôtres, parce qu'il y a des régions où ça ne peut pas se faire, je crois que les ateliers carrières locaux sont très importants. Ateliers carrières locaux, comme j'ai entendu tout à l'heure, vous les faites à partir de vos propres ressources. En Rhône-Alpes, Auvergne, vous avez très souvent vos propres ressources. Mais quand vous ne les avez pas, n'hésitez pas à nous demander. Et on peut très bien, sur une demande précise, même pour 7-8 personnes, vous trouvez une personne ressource de premier plan qui correspondra à une demande carrière venant de votre tissu régional et local. Voilà un peu, si vous voulez, comment moi j'envisage l'avenir, sachant que financièrement, pour nous, la période est très difficile. Très, très difficile. J'ai voulu faire une politique de gratuité pendant le confinement. Nous allons être obligés de revenir vers, même si ça sera modeste, un paiement un peu systématique pour les événements que nous organisons. Parce que du côté des adhésions, on connaît on a beaucoup de mal à recréer un processus vertueux qui nous permettrait un jour de repasser au-dessus de 10 000. On a beaucoup de mal. Parce que beaucoup de gens, ou bien ont des difficultés, ou bien le distanciel, ça ne les satisfait pas, et donc peu à peu, ils abandonnent. Donc, on a là un tassement des adhésions contre lesquelles il faut lutter. Et la chose la plus efficace, c'est pas, moi je fais des lettres de rappel, des appels, j'en fais 4 à 5 par an, mais l'essentiel, c'est le bouche-à-oreille. C'est persuader autour d'entre vous, nos anciens qui ne sont pas adhérents de l'association, que au-delà du fait que c'est bien tout de même de maintenir un lien avec son alma mater et de lui rendre tout de même ce qu'elle nous a un peu donné, eh bien que ce réseau et cette appartenance peuvent leur apporter quelque chose. Dans leur sociabilité, dans les conférences, dans les réseaux d'amitié, dans leur carrière, ça peut leur apporter beaucoup de choses. Et que ça, la force de conviction, c'est vous qui l'avez en face à face, au bout d'un téléphone ou autour d'une table. Et là, vous jouez un rôle irremplaçable. 20 personnes font ça en Rhône-Alpes, ça nous fait 20 adhérents de plus. Imaginez que toutes les sections nous amènent 20 adhérents de plus. Dans les mois qui viennent, voilà, on est nettement mieux. Voilà. On s'emploie on intervient dans ce sens. Je vous fais confiance. Et donc avec 2 sections effectivement qui travaillent ensemble et qui œuvrent pour Sciences Po, pour les alumni dans cette direction. Un grand merci pour cette intervention, ce témoignage. Et merci également, j'en profite aussi pour remercier toute l'équipe du siège, notamment Bernard Elgoul, délégué général, et Mélène Flouret, donc chargée de mission communication, qui nous aide aussi beaucoup pour lancer nos initiatives, organiser nos rencontres en Auvergne-Rhône-Alpes. Je conclus en signalant que nous aurons justement le 10 décembre un nouvel atelier en Rhône-Alpes interalumni
dans le cadre du thème Booste ta carrière, voilà. Ça, c'est pour le 10 décembre et l'invitation sera lancée la semaine prochaine. Et puis, je rappelle, avec Gaël Keinec, comme nous l'avons fait en préambule, qu'il y a un grand sondage qui a été lancé donc, auprès des alumni d'Auvergne dans le cadre de la relance de la section d'Auvergne. Et donc, qu'ils n'hésitent pas à répondre massivement. Il y a 350 alumni en Auvergne, c'est considérable, qu'ils répondent et qu'ils nous expriment leurs souhaits. C'est évidemment important dans le cadre de cette relance. Voilà. Donc, je crois que tous ensemble, on va souhaiter une très bonne soirée à tout le monde. On va, je crois, écouter aussi le discours du président de la République et les orientations dans le cadre du déconfinement. Et on espère, Pascal Perrineau, vous accueillir en présentiel en Auvergne et en Rhône-Alpes aussi par la suite. En tout cas, merci beaucoup de votre invitation. J'étais ravi de vous revoir tous et j'espère le plus ardemment, et que le président tout à l'heure nous montrera le chemin, vous rencontrer dans les mois qui viennent en chair et en os, en présentiel, comme on dit dans cet horrible jargon, que ce soit sur le terrain auvergnat ou sur le terrain rhône-alpin. Hein. Et encore une fois, mille merci à vous tous du travail que vous faites. Merci, très bonne soirée. Très bonne soirée à tous et à tous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.